Il y a beaucoup de notions complètement nouvelles. Donc juste voilà, pour vous donner une idée, donc moi je voulais lire, c'était mon objectif, a priori toute l'introduction. Là on est à entre un tiers, un peu plus de un tiers de l'introduction. Donc après, bon, il y a quand même, là elle va beaucoup parler de elle, sa vision, de comment elle le vit. Est-ce que c'est son inconscient ou pas, etc. Donc peut-être que les notions vont être assez un peu plus rapides, mais on va voir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment donné, voilà, comme on a fait tout à l'heure, s'il y a une question particulière sur un thème ou quoi que ce soit. Donc, reprise. On enchaîne, voilà, du coup, avec les. Donc, toujours la présentation des chapitres. Il y aura un chapitre final, dans lequel je demanderai au lecteur de fermer les yeux pour prendre conscience de la réalité dans laquelle j'existe et de sa propre réalité intérieure. Voilà. Alors moi, je répète, mais vraiment, j'aime beaucoup cette démarche de Seth où il nous invite à expérimenter par nous-mêmes. À aucun moment, il nous demande de croire en quoi que ce soit. Il dit des choses, parce que lui, voilà, il les vit, il sait que c'est comme ça de son point de vue. Mais par contre, voilà, expérimenter et aller vers votre propre réalité intérieure. Je lui indiquerai la méthode à suivre. Dans ce chapitre, j'inviterai le lecteur à utiliser ses, entre guillemets, sens internes, j'en ai parlé tout à l'heure, pour me voir à sa façon. Donc voilà. Les sens internes, c'est vraiment un domaine entier. Il en a parlé dans toutes les, ce qu'on appelle les early sessions, donc les 510 premières sessions. Elles sont listées, elles sont décrites comment on peut travailler avec. Voilà, donc c'est une démarche à part, on y reviendra. Mes communications passeront toujours exclusivement par Robert. Donc il va dicter son livre et il précise qu'il y a un seul canal. Il n'y aura pas plusieurs personnes, plusieurs channelings à travers l'Amérique ou quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a que Robert, de façon à protéger l'intégrité du matériau. Mais j'inviterai le lecteur à prendre conscience du fait que j'existe en tant que personnalité, que la communication avec d'autres réalités est possible et que par conséquent, il est lui-même ouvert à une perception qui n'est pas d'ordre physique. Ça, c'est dans sa présentation du livre. Voilà donc le plan de mon livre, mais il ne s'agit là que d'une esquisse de mes intentions. Je ne développe pas davantage, car je ne veux pas que Robert anticipe. Ça, c'est un point, effectivement, il en parle à plusieurs moments dans les early sessions, le fait que Robert a très peur de déformer le message. Et de manière complètement involontaire, elle le fait plusieurs fois, elle va bloquer des informations, elle va déformer des informations, et ça reste quelque chose qui est très ancré en elle. Plusieurs fois, il revient dessus, il lui explique aussi à quel moment ça peut intervenir, déformation, etc. Voilà, il veut vraiment essayer de faire que le texte qu'il va dire, c'est le sien, le plus objectivement possible, du début à la fin. Voilà, une information unique et développée. Et donc là, il dit que si lui, il donne trop d'informations à Robert, elle peut anticiper et elle peut déjà, un peu d'avance, commencer à coincer certaines informations. Alors que si elle est juste, en fait, le plus simple, il lui a dit plusieurs fois, c'est juste, faut laisser faire. Elle est souvent nerveuse en début de séance, et en fait, finalement, plus elle est nerveuse, moins le message passe de manière directe. Voilà, donc, il ne veut pas plus, on y va directement le plus simplement possible. Les difficultés inhérentes à de telles communications seront soigneusement présentées. Il sera démontré que des communications dites paranormales proviennent de divers niveaux de réalité et que ces communications décrivent la réalité dans laquelle elles existent. Donc, chaque communication décrit le niveau de réalité où elle est. C'est pour ça qu'il faut savoir, quand on se connecte en transe, à qui on se connecte et qu'est-ce que lui connaît. Et parce qu'il va juste raconter sa réalité. Simplement, c'est une réalité qui est ce qu'elle est. Donc lui, il explique très simplement, il dit « Je décrirai donc la mienne de réalité.
et celles, au pluriel, que je connais. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres dimensions que je ne connais pas. Voilà. Il est très direct. Voilà. Je vais décrire ce que je connais et ce dont il est sûr. Il ne va pas parler de choses où il n'est pas trop sûr. Je dicterai le livre au cours de nos sessions. Le titre de notre livre est, entre parenthèses, commentaire de Rob, Sourire. 7 parle, l'éternelle validité de l'âme. C'est le titre complet avec son sous-titre. J'utilise le terme âme car il a une signification immédiate pour la plupart des lecteurs. Il expliquera plus loin qu'il préfère largement le thème d'entité et on retrouve le lien entre entité et personnalité. L'âme, pour lui, c'est un autre mot pour dire l'entité globale. Je suggère que vous vous municiez de quelques bons stylos. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que tout du long, enfin, Seth il a son propre caractère, il a son humour, et ça apparaît comme ça, même sur des choses très basiques. C'est pas une sorte de, voilà, un esprit, une entité, un inconscient très froid. Il a vraiment des émotions, et ça passe beaucoup par les émotions aussi. C'est ce qui nous semble aussi intéressant. Donc là, c'est Jen après qui reprend la main. Je connais bien le travail nécessaire pour écrire un livre. J'ai donc été très perplexe quand Seth a parlé d'écrire le sien. Je savais qu'il en était capable, mais je me posais quand même des questions. Certes, son matériau est extrêmement signifiant, mais que sait-il de l'écriture d'un livre ? De l'organisation que cela exige, ou de la manière de s'adresser directement au public. Jusque-là, il avait dicté des sessions, donc c'était dans le dialogue, il réagissait à des questions. Écrire un livre, ça demande une structure différente au niveau des phrases. Rob me répétait de ne pas m'en faire. Nos amis et mes étudiants s'étonnaient que je puisse avoir le moindre doute, comme si je devais être la dernière personne à en avoir. Alors que je me disais, justement, qui d'autre devrait avoir des doutes ? Voilà. Là, on voit vraiment, pour moi, c'est la psychologie de Jen. À la fois, elle sent son rôle, c'est-à-dire qu'elle sait que si elle n'est pas là, il n'y a pas de message de Seth, mais en même temps qu'elle sait qu'elle ne doit pas être consciemment présente. Elle gêne le passage du matériau. Et ça, je pense, pendant des années, ça l'a vraiment beaucoup travaillé. Et donc, même là, ça fait 7 ans, là. 7 ans, 2 fois par semaine, donc 4 heures par semaine, elle est en transe. Elle est toujours dans ce doute, en se disant, mais est-ce que je vais laisser Seth dire ce qu'il a à dire ? En tout cas, l'intention était posée. Seth parviendrait-il à s'y tenir ? Donc là, c'est l'introduction qu'elle a écrite, elle l'a écrite à la fin du livre. Donc elle a bien sûr le résultat, elle le sait. Seth a commencé à dicter le livre la fois suivante, pendant notre session 511, le 21 janvier 1970. Il l'a terminé à la session 591, 80 sessions, le 11 août 1971, 1 an et demi, voilà, pour dicter l'intégralité du livre. Mais il n'y a pas forcément eu de dictée pour le livre à chacune de nos sessions. Certaines d'entre elles étaient consacrées à des sujets personnels, d'autres étaient destinées à des personnes qui en avaient besoin, d'autres enfin venaient en réponse à des questionnements philosophiques sans rapport avec le livre. J'ai aussi pris des vacances, entre guillemets, voilà, en plusieurs occasions, donc voilà ce qu'on appelle les vacances, et pendant plusieurs semaines, plusieurs fois en tout cas, elle ne dicte pas les sessions. En dépit de ces interruptions, Seth reprenait toujours à l'endroit exact où il s'était arrêté. Des fois pendant 1 mois, voilà. Il va reprendre à la phrase même, tac, il enchaîne. Et, voilà. Il va dire bonsoir, dictée, tac, et il enchaîne directement. Pendant la période où il travaillait à son livre, je passais de mon côté 4 heures par jour à écrire mon propre livre.
Je donnais mon cours hebdomadaire de perception extrasensorielle. Et je croulais sous la correspondance reçue après la publication de The Set Material, le premier livre. J'ai aussi commencé à diriger un atelier hebdomadaire d'écriture. Voilà, donc elle explique que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et là, elle va commencer à expliquer, elle, sa compréhension de comment elle vit le phénomène 7. Par curiosité, j'ai d'abord regardé les premiers chapitres du livre de 7, puis je me suis tenu à distance. À l'occasion, Rob me parlait d'un passage susceptible d'intéresser mes étudiants. Pour le reste, je ne me suis plus préoccupé du livre, satisfaite de laisser 7 s'en charger. D'une façon générale, j'ai cessé de penser à mon travail. J'ai cessé de penser à mon travail et je n'ai plus jeté le moindre coup d'œil au manuscrit pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment aussi révélateur, je pense, de la manière dont elle le vit. C'est-à-dire qu'elle garde très très peu de souvenirs des sessions. Elle est consciente de certaines émotions, un peu de certains thèmes, mais elle dit à plusieurs endroits, en fait, quand elle est en train de dicter, elle voit, mais elle oublie aussitôt. Donc en fait, là, elle vient de dire que tous les mots sont passés par sa bouche, mais en fait, elle a rien suivi et elle est incapable de savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est son mari, des fois, qui lui dit « Tiens, tu devrais lire la dernière session, on a parlé de tel sujet, ça peut intéresser tes élèves pour le cours de perception extrasensorielle, ou etc. » Il y avait des exercices, il y a des choses comme ça à faire. Lire le livre achevé a été une expérience délicieuse. Dans l'ensemble, il était tout à fait nouveau pour moi, bien que chaque mot soit passé par ma bouche et que j'ai consacré de nombreuses soirées de transe à son élaboration. C'était une sensation particulièrement étrange pour moi, justement parce que j'écris moi-même, parce que j'ai l'habitude d'organiser mon propre matériau et de veiller dessus comme une mère poule. Avec mon expérience de l'écriture, j'ai conscience du processus par lequel un matériau inconscient est traduit en réalité consciente. C'est ce dont je vous parlais avant, le travail créatif de tout auteur. Ce phénomène est particulièrement évident quand j'écris de la poésie. Quels que soient les processus en jeu dans le livre de Seth, il est clair qu'une activité non consciente et très rapide est en jeu. Il était tout naturel que je compare ma propre expérience de création consciente avec le processus de transe à l'œuvre dans le livre de Seth. Je voulais découvrir pourquoi j'avais le sentiment que le livre de Seth était le sien et pas le mien. Si les deux livres provenaient du même inconscient, pourquoi avais-je l'impression d'une telle différence entre les deux? C'est bien clair ce passage? Or, cette différence était flagrante depuis le début. Quand je suis saisi par l'inspiration, en écrivant un poème par exemple, je me sens, entre guillemets, connecté, stimulé, pleine d'un sentiment d'urgence et de découverte. Un instant plus tôt, une idée est apparue, de nulle part, semble-t-il, elle est donnée, entre guillemets. Elle apparaît simplement, et à partir de là surgissent de nouvelles associations créatives. Je suis vigilante, ouverte et réceptive, suspendue dans une étrange élasticité psychique, passive et prête à l'action. Le poème, ou l'idée en question, est la seule chose au monde qui existe pour moi à cet instant. C'est cet investissement personnel, ainsi que le travail et le jeu permettant, entre guillemets, d'accoucher de cette idée, qui font que ce poème est mien. Je connais ce genre d'expérience depuis ma plus tendre enfance. C'est la pierre angulaire de mon existence. Sans elle, ou quand je ne travaille pas dans ce cadre général, je suis malheureuse et désemparée. D'une certaine manière, j'ai ce sentiment de créativité personnelle en ce moment même en écrivant cette introduction. Elle est mienne. Je n'ai pas ressenti cette connexion avec le livre de Seth.
et je n'ai pas eu conscience du processus créatif à l'œuvre. J'entrais en transe, comme je le fais pour nos sessions habituelles. 7 dictait le livre à travers moi en parlant par mes lèvres. Le travail de création était si éloigné de moi que de ce point de vue, je ne pouvais pas considérer ce matériau comme le mien. Je reçois au contraire un produit achevé, un produit excellent pour lequel je suis bien sûr pleine de gratitude. Je me suis rendu compte que seul mon travail d'écriture m'apporte la satisfaction créatrice dont j'ai besoin. L'exploration consciente d'un matériau inconscient et l'excitation de la chasse, c'est entre guillemets. Que Seth fasse ce qu'il fait ne me dispense pas de faire ce que je fais. Je me sentirais dépossédé si je ne poursuivais pas mon propre travail. Donc c'est pour ça qu'elle avait expliqué que dans les mêmes semaines, elle continuait avec 4 heures par jour son travail d'écriture, son atelier auprès de différentes personnes. Elle a vraiment ce besoin, enfin c'est comme ça moi que je le comprends, ce besoin d'écrire, de créer, et elle n'est pas satisfaite dans le matériau, dans ce que Seth donne, alors qu'il était en train d'écrire, il a écrit à l'époque où elle en parle 6000 pages. Mais ce n'est pas, elle se ne reconnaît pas en tant qu'auteur. On pourrait dire évidemment qu'avec le livre de Seth, le processus à l'œuvre est si bien dissocié de ma conscience ordinaire que le produit final ne provient que, en apparence, d'une autre personnalité. Voilà. Le processus est tellement différencié que elle se pose la question, on peut dire c'est qu'une apparence de dire que c'est dissocié d'elle. Et elle va continuer elle réfléchit à qu'est-ce que c'est cette différence. Je ne peux qu'indiquer mes propres impressions et signaler que le livre et le manuscrit de 6000 pages formé par le matériau de Seth ne satisfait ni mon sentiment de responsabilité, ni mon besoin d'expression créatrice. Si tout était issu du même inconscient, il n'y aurait, semble-t-il, aucun manque à ce niveau. Là, c'est une vision de sa part, très subjective. En tout cas, elle exprime son manque. Enfin, le manque de Malgré tout, j'ai conscience d'avoir été nécessaire à l'élaboration du livre. 7 a besoin de ma maîtrise des mots et même, je pense, de ma tournure d'esprit. Certainement, mon expérience de l'écriture l'aide à traduire son matériau et permet de lui donner forme, même si je le fais de manière tout à fait inconsciente. J'imagine que certains traits de ma personnalité ont également leur importance, notamment la facilité avec laquelle je peux changer le point sur lequel se focalise ma conscience. Donc là, on en parlait pendant la pause. Seth, effectivement, a choisi ce couple pour dicter les livres, pour plusieurs raisons, donc certaines dont on y reviendra plus tard, et notamment pour le fait que Jen a cette capacité particulière, comme il vient de le dire, de défocaliser sa conscience sur la réalité physique. Autrement dit, d'entrer dans un état de conscience alterne, différent. Donc, c'est ce que Seth laisse entendre dans le chapitre 4 lorsqu'il dit, donc là ouvrez les guillemets, c'est donc un petit chapitre de Seth, « Or, les informations contenues dans ce livre sont dirigées dans une certaine mesure à travers les sens internes. » Donc on retrouve la notion de sens interne dont j'ai déjà parlé, on y reviendra. Les sens internes de la femme qui est en transe pendant que j'écris. Cette entreprise requiert une organisation interne très précise et une véritable formation. Robert ne pouvait pas recevoir d'informations de ma part, cette information ne pouvait pas être traduite ou interprétée par elle tant qu'elle, Jane, demeurait intensément focalisée sur l'environnement physique. Donc ça fait partie de la formation, il explique un petit peu plus loin, où effectivement, il lui a appris à quitter cette focalisation
Comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans le noir et on a une lampe torche qui éclaire un seul point. Tant qu'on n'arrive pas à défocaliser de ce point, on est dans notre ego et on est persuadé que tout ce que nos sens nous disent, c'est la réalité. Alors que je vous ai expliqué tout à l'heure, les ultrasons, des choses comme ça, il existe beaucoup d'autres choses. Donc, Seth essaie juste de nous ouvrir ces perceptions pour atteindre après autre chose. C'est pas juste ouvrir la perception pour ouvrir la perception. C'est pour pouvoir ouvrir notre champ de conscience. Donc voilà, il y avait besoin d'une formation particulière pour créer ce livre. Donc Jen reprend ensuite la main. Même si l'on considère simplement le livre de Seth comme un exemple de production inconsciente, elle dit bon, ça peut être moi de manière inconsciente qui écris le livre, pourquoi pas. Il démontre clairement que le discernement, le raisonnement, l'organisation ne sont pas des qualités du seul esprit conscient. Parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que son inconscient a réussi à écrire un livre entier. Pourquoi pas, mais en tout cas, l'inconscient, voilà, comme elle dit, il a quand même des qualités particulières, en tout cas le sien. Voilà. Il témoigne de l'étendue des activités dont le moi interne est capable. Donc ça, c'est sa retraduction, le moi interne, le côté inconscient. Je suis sûr que je ne pourrais pas obtenir par moi-même l'équivalent du livre de Seth. Je pourrais tout au plus en atteindre certains points culminants dans certains poèmes ou essais isolés. Mais leur manquerait l'unité, la continuité, l'organisation d'ensemble qui était spontanément fournie par Seth. Et là, donc, moi j'ajoute, effectivement, c'est la raison pour laquelle je fais ce guidage de lecture aujourd'hui. C'est vraiment la qualité d'ensemble du matériau, l'ensemble des sujets traités, les liens entre les sujets, le fait qu'il explique la réalité physique au sens large, et c'est ça qui fait la valeur pour moi du matériau. Jen continue. De plus, j'éprouve pendant les sessions certaines sensations tout à fait uniques qui semblent compenser mon absence d'implication créatrice consciente. Je ressens souvent l'humour et l'énergie sans borne de Seth, par exemple. J'éprouve alors un sentiment de richesse affective et je rencontre la personnalité de Seth à un niveau très étrange. Je ressens parfaitement son humeur et sa vitalité, bien qu'elle ne s'adresse pas à moi, mais à la personne à qui Seth parle à ce moment-là. Je les sens passer par moi. Donc là, on est dans cette notion que au début, c'était juste des mots qui arrivaient quand il dictait avec la planche Ouija. Et donc, il y a toute cette transition sur plusieurs années où elle a appris petit à petit, je le dirais comme ça, à être en communication, en connexion de plus en plus fine, y compris maintenant directement avec les émotions. Donc, c'est comme ça qu'elle, quelque part, elle devient le corps de Seth. Elle prête son corps, en tout cas, pour que Seth puisse s'exprimer, et pas seulement par les mots. Comme le montrent les notes de Rob, j'ai également d'autres sensations quand je parle pour Seth. J'ai parfois des visions intérieures qui illustrent ce que dit Seth. Entre parenthèses, je reçois alors l'information sous deux formes à la fois. Donc ça peut être, voilà, elle a des images, des sensations, et en même temps les mots qui lui arrivent, qu'elle dicte. Fermez la parenthèse, ou qui sont complètement distinctes du manuscrit. Pendant les sessions, j'ai aussi fait plusieurs fois l'expérience de, entre guillemets, sortir de mon corps. Et j'ai pu voir des événements qui se produisaient réellement à des milliers de kilomètres. Donc là, je voulais revenir aussi pour vous montrer voilà, un exemple de ce que peuvent être les expériences qu'elle a vécues quand elle était en état de transe et son expérience particulière de vivre des événements qui ne sont pas dans son corps physique. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, c'était comme le point de départ de se dire la conscience et le corps sont deux choses qui peuvent être séparées. Et c'est ça le point de départ. Tant qu'on se dit, en fait, ma conscience, elle est liée à mon corps, bah, on est dans le niveau de conscience habituel. Voilà. Et elle a vécu des événements qui lui font ouvrir complètement cette vision.
Alors là, c'était donc, ils ont parlé avec des amis qui allaient partir en voyage à Porto Rico, un endroit où ils ne sont jamais allés, eux-mêmes, hein, je parle donc de Robert et Jane. Euh, et donc, ils ont dit, bah, on va essayer de communiquer à distance pour voir les émotions. Est-ce qu'on arrive comme ça à suivre un peu le voyage de nos amis à distance, hein, donc ils continuaient les tests des enveloppes, etc. Et ils voulaient expérimenter ça. Et donc, pendant une session, Seth va, à la place de faire le test des enveloppes, il va dire ce qu'il ressent des amis qui sont à distance. Nous étions au milieu d'une session avec Seth, et celui-ci donnait ses impressions sur le voyage des Gallagher. Donc c'est le nom des amis. J'étais assise dans mon fauteuil à bascule favori, en train de parler pour Seth, quand je me suis soudain retrouvée sur le siège arrière d'un taxi. L'instant d'après, le taxi a pris un virage tellement serré vers la droite que j'ai été projetée à l'autre bout du siège. J'ai vraiment eu une minute de frayeur. Je n'avais pas l'habitude d'être confortablement assise dans mon salon et l'instant suivant, à l'arrière d'un taxi filant à toute vitesse. J'ai juste eu le temps de voir le cou épais et court du chauffeur. Donc c'est pas que des sensations physiques, c'est évidemment la vue. Donc elle est en transe, les yeux fermés pour l'instant. Je n'ai pas vu son visage. Mais pendant que cela avait lieu, j'avais perdu tout contact avec mon corps dans le salon. Mes sensations subjectives étaient celles de quelqu'un perdant soudain l'équilibre à cause d'un mauvais coup de volant dans un virage. Pourtant, pendant que cela se passait, mon corps physique était assis bien droit dans le fauteuil à bascule, parlant sans interruption en tant que Seth, avec un témoin extérieur puisque son mari prend les notes. Voilà, donc pendant ce temps-là, comme elle dit, voilà, mon corps physique était assis bien droit dans le fauteuil à bascule, parlant sans interruption en tant que Seth. 2 points, ouvrez les guillemets. Voilà, donc là on retombe sur les notes que prenait son mari en parallèle. Un trajet en taxi, notre amoureuse des chats qui rit, entre guillemets, voilà, il précise, c'est le surnom donné par Seth à Peg, l'amie du couple là, qui est en voyage, parce qu'elle n'aime pas les chats. Fermez la parenthèse. 3 $ pour le prix de la course, ce qui semble trop. Voilà, c'est des séries d'impressions comme ça. Un chauffeur de taxi, plutôt vieux que jeune, avec une forte nuque. Une destination qui se situe principalement à droite après un virage. Donc là, on est dans les expérimentations, c'est les notes que prend Seth pendant que les amis sont à l'étranger. Et donc, quand Peg et Bill sont revenus, nous avons découvert que ces impressions étaient exactes. Ils avaient payé 3 $ pour une course en taxi allant de l'aéroport au motel. Cela avait mis Peg en colère car 2 ans plus tôt, le même parcours avait coûté moins de 2 $. Leur taxi avait pris un virage très serré vers la droite. Peg et Bill s'en souvenaient très clairement, non seulement à cause du brusque virage, mais aussi parce que cela s'était passé juste après que le chauffeur ait brûlé un feu rouge. Le tournant avait été si brutal qu'il s'en était indigné. Mais le chauffeur de taxi n'était pas, entre guillemets, plutôt vieux que jeune. Chose intéressante, Peg a expliqué que, vu de dos, il avait malgré tout l'air vieux, car son cou semblait avoir une peau étrangement rêche et marbrée. Il était aussi épais et court. Donc ça donne en tout cas un aperçu des tests qu'ils ont faits et de la manière dont Seth retraduit. Vous voyez, c'est beaucoup des impressions. Voilà. Et donc là, Jen expliquait que c'était pour elle voilà, une sortie de corps. Donc juste après, un peu plus loin, elle explique une autre sortie de corps. Elle était intégralement dans toutes ses sensations, la vue, les sensations, dans le taxi. Et elle a oublié complètement les sensations de son corps posé dans le salon. Donc je continue l'introduction. Ce livre est la façon dont Seth démontre que la personnalité humaine est multidimensionnelle. Donc là, voilà, multidimensionnelle, c'est à la fois le fait qu'il y ait une entité des personnalités, c'est le fait qu'il y a le phénomène de pyramide, comme je vous expliquais, le fait des mondes parallèles, on est en train de vivre plusieurs éléments en même temps. Voilà, c'est ce que Seth, c'est un des mots-clés en tout cas du message de Seth. Nous ne sommes pas une personne en train de vivre une vie, mais nous avons
nous avons possibilité de nous connecter à l'ensemble des existences que nous avons. Alors que nous existons en même temps dans plusieurs réalités, que l'âme ou le mot interne, ça peut être des mots assez proches, n'est pas une chose séparée de nous, mais le milieu même dans lequel nous existons. L'âme n'est pas une chose séparée de nous, c'est le milieu même dans lequel nous existons. Il inverse complètement en fait la vision qu'on peut avoir. Nous, on va dire spontanément, je m'appelle Laurent, je suis assis en ce moment sur une chaise, et j'ai mon âme qui m'apporte des choses. Seth dit non. Vous avez une âme, vous êtes une entité, et vous êtes en train, parmi vos multiples expériences, d'être assis sur une chaise et vous vous prénommez Laurent. Ça inverse complètement le paradigme. Il insiste sur le fait que l'on ne trouve pas, entre guillemets, la vérité en allant de maître en maître, d'église en église ou de discipline en discipline, mais en regardant à l'intérieur de soi. Le savoir intime de la conscience, les secrets de l'univers, entre guillemets, ne sont donc pas des vérités ésotériques qu'il s'agirait de garder cachées. Ces informations sont aussi naturelles à l'homme que l'air qu'il respire, et tout aussi accessibles à celui qui les cherche honnêtement, en remontant à leur source intérieure. Voilà, donc là, elle vient aussi de résumer toute la démarche et tous les exercices et ce que Seth nous explique de la démarche à faire. Son message principal, en fait, il essaie de répondre à la question de qui nous sommes. C'est une question que l'homme se pose depuis des milliers d'années. On y a répondu sous forme de philosophie, de religion, de courant politique, etc. Je pense que chaque être humain, à un moment donné, se pose plus ou moins cette question. Ça imprègne plus ou moins sa vie. Seth nous redit que la meilleure réponse, elle est en nous, et que c'est le meilleur endroit pour chercher. Et c'est un message qu'on entend dans beaucoup de courants de recherche spirituelle. Aussi, tout à fait. Oui. À mon avis, Seth a écrit là un classique du genre. Après avoir prudemment parlé de lui comme d'une personnalité, entre guillemets, je me sens tenu d'ajouter que Seth est un fin psychologue et un philosophe averti, qu'il a une profonde connaissance aussi bien de la nature humaine que des misères et des grandeurs de la conscience humaine. Je suis personnellement intrigué, bien sûr, qu'un tel livre ait été écrit à travers moi, sans que mon esprit intervienne à tout moment pour vérifier et organiser de façon ardente et critique. Dans mon propre travail, mes capacités d'intuition et de création s'épanouissent librement, mais mon esprit garde résolument le contrôle. Voilà, vraiment cet équilibre entre les deux, là aussi je pense que c'est un questionnement qui revient souvent, la place de l'imagination, la créativité, la place de l'esprit, la conscience, la réflexion. Voilà, donc là, habituellement, son esprit garde la mainmise en laissant la place à la créativité, mais malgré tout, dans la création du livre de Seth, elle sait que son esprit n'était pas du tout présent. Pourtant, ce livre ne s'est pas écrit tout seul, entre guillemets, comme cela peut arriver avec certains poèmes. Un écrivain peut aussi dire que son livre s'écrit tout seul, et je comprends ce que cela veut dire. Ce livre-ci, cependant, ne vient pas seulement de l'extérieur. Il a une source spécifique. Il est coloré par la personnalité de son auteur, qui n'est pas la mienne. Je rappelle qu'en parallèle, elle a écrit d'autres livres, donc on voit bien les deux correspondances. Toute cette aventure créatrice constitue peut-être en l'élaboration d'une personnalité, Seth, qui écrit ensuite des livres. Voilà. Donc, elle imagine, elle formule une hypothèse, que son inconscient va créer une entité qu'elle va dénommer Seth, et que cette entité va écrire des livres. Bon.
Seth est peut-être une création, au même titre que son livre. Dans ce cas, c'est un excellent exemple d'art multidimensionnel, accompli à un niveau de non-conscience si riche que l'artiste, donc elle-même du coup, ne reconnaît pas son œuvre, que celle-ci l'intrigue autant que n'importe qui. Voilà, toujours cette notion, elle cherche, elle pose des hypothèses. Voilà. Donc là, l'hypothèse, c'est qu'elle a créé de toutes pièces une personnalité, qu'elle a nommée Seth, et que c'est Seth qui écrit ce livre. Donc elle dit, voilà, c'est une hypothèse intéressante. D'ailleurs, Seth parle d'art multidimensionnel, mais il fait plus qu'écrire des livres. C'est une personnalité pleinement développée qui s'intéresse à beaucoup de choses, écrire, enseigner, aider les autres. Son sens de l'humour est tout à fait personnel et différent du mien. Il est malin, plus terre-à-terre qu'éthéré dans ses manières. Il sait expliquer simplement des théories complexes dans une relation de personne à personne. Plus important encore, il applique ses idées à la vie de tous les jours. Et effectivement, je considère également que c'est un point fondamental dans la qualité de son écrit. Et je rajoute aussi que à plusieurs moments, Seth va donner des informations sur l'histoire, sur la technique, la science, différents domaines que Jen ne maîtrise pas du tout. Donc, même si c'est une création de son inconscient, il y a quand même une création d'informations qui sont après vérifiées par son mari, ils vont lire les encyclopédies, etc., qui sont tout à fait valides. Et voilà, sur des domaines, encore une fois, que Jen ne maîtrise pas. Fréquemment, Seth apparaît aussi dans les rêves de mes étudiants. On en parlait, le côté valide des rêves. Il leur donne des instructions utiles, qu'il s'agisse de mettre en œuvre leurs facultés ou d'atteindre des objectifs particuliers. Presque tous mes étudiants font des rêves de cours, entre guillemets, dans lesquels Seth s'adresse à eux en groupe et les incite à faire certaines expériences dans leurs rêves. Il les voit parfois comme dans le portrait qui a été peint par Rob. Donc à un moment donné, Seth s'est matérialisé et son mari, qui est peintre, a fait ce portrait de Seth. D'autres fois, il parle sous ma forme, comme pendant les sessions ordinaires. Il m'est arrivé de me réveiller au moment où l'une de ces sessions de rêve se déroulait et les paroles de Seth résonnaient encore dans ma tête. Il n'y a rien d'étonnant, bien entendu, à ce que mes étudiants rêvent de Seth ou de moi. Mais Seth a acquis à leurs yeux une autonomie. C'est ça qui est signifiant. Il est devenu un vecteur d'instruction, même en rêve. Autrement dit, Seth est entré dans l'esprit et la conscience d'un grand nombre de personnes, en plus de produire son matériau ininterrompu et ce livre. En 7 ans, c'est une belle réussite pour une personnalité, quel que soit son statut. Pour une personnalité non physique, c'est tout à fait étonnant. Il semble excessif d'attribuer toute cette activité à une émanation de l'inconscient. Donc elle rappelle, entre parenthèses, dans le même temps, j'ai publié 2 livres, j'en ai terminé un autre et j'en ai commencé un 4e. Je donne ces précisions pour montrer que Seth n'a pas du tout absorbé ma propre créativité. Fin de la parenthèse. Quand nous faisons référence à Seth, Rob et moi ne parlons pas d'esprit. C'est important parce que le mot d'esprit est très connoté. Nous n'aimons pas les connotations liées à ce terme. À vrai dire, notre objection porte sur l'idée conventionnelle qu'on se fait d'un esprit. Idée qui n'est qu'une extension de notions assez limitées sur la personnalité humaine, projetée à peu près intacte dans une vie future. Donc c'est là où le mot ne me convenait pas, donc je suis allé relire et pour moi, ce n'est pas dans une vie future. Le mot en anglais est afterlife, donc je le traduirai effectivement. Donc c'est une idée, une personnalité humaine projetée dans une vie après la mort. On peut voir Seth comme une dramatisation de l'inconscient.
Donc le mot de dramatisation, en psychologie notamment, c'est le fait euh, de, de mettre en scène quelque chose. Hein. Donc c'est l'inconscient qui se met en scène. Hein. Donc voilà, ça peut être une création, voilà, une dramatisation de l'inconscient, ou comme une personnalité indépendante. Personnellement, je ne vois pas en quoi il y aurait là contradiction. Cette peut être une dramatisation qui joue un rôle tout à fait réel. Voilà, deux en même temps. Et qui explique, dans les seuls termes que nous puissions comprendre, sa réalité plus vaste. C'est mon opinion à l'heure actuelle. Donc on va aller un petit peu plus loin sur toujours cette recherche. D'abord, le terme inconscient, qu'elle met entre parenthèses, me semble pauvre. Il évoque mal le système psychique, pleinement ouvert, aux racines profondément entrelacées, unissant toutes sortes de consciences, c'est-à-dire le réseau auquel nous sommes tous connectés. Donc là, ce sont ces mots à elle pour la définition de l'inconscient. On parle régulièrement de l'inconscient collectif. Hein, donc c'est un ensemble d'informations qui est véhiculé par un groupe de personnes. Et donc on parle de ça. C'est-à-dire que là, elle se dit que voilà, ce mot ne reflète pas, quand on dit voilà, le livre vient de l'inconscient, ne reflète pas l'ensemble des qualités, la profondeur de toutes ces connexions qui fait qu'on se met d'accord sur certains éléments. Hein. L'inconscient, c'est toutes les règles aussi qui créent une culture, une éducation, etc. Cette source contient les données, alors là, elle ouvre beaucoup plus large. Hein. Cette source contient toutes les données du passé, du présent et du futur. Seul l'ego a le sentiment du temps tel que nous le connaissons. Donc elle, c'est sa propre définition. Elle réouvre par rapport au réseau d'informations qui circule entre nous. Je crois que ce système ouvert contient aussi d'autres types de conscience que la nôtre. Voilà. Donc elle vient de redéfinir à sa manière ce que c'est l'inconscient. La notion habituelle ne lui semble pas trop limitante. À partir de ma propre expérience, en particulier dans les états de sortie du corps, j'acquis la conviction que la conscience ne dépend pas de la matière physique. Certes, l'expression physique est mon mode principal d'existence en ce moment. Mais je n'en conclus pas que toute conscience est forcément orientée de cette manière. Voilà, donc je pense que j'ai déjà expliqué avant, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Il me semble que seul l'ego le plus aveugle oserait définir la réalité selon ses propres termes ou projeter sa propre expérience, ses propres limites sur le reste de l'existence. Voilà, là aussi, je pense que la phrase fait écho à ce que j'ai expliqué avant, ce que j'en perçois, etc. Donc je ne vais pas m'appesantir dessus. J'accepte l'idée de personnalité multidimensionnelle décrite par Seth dans son livre parce que mon expérience et celle de mes étudiants semblent la confirmer. Elle revient dans son expérience. Je pense aussi que dans cette source illimitée et ce système ouvert de conscience, tel qu'elle a décrit avant, il existe un set autonome qui fonctionne en des termes complètement différents des nôtres. En quels termes? En toute honnêteté, je l'ignore. C'est dans un court texte intuitif écrit pour mon cours de perception extrasensorielle que je me suis le plus rapproché de mon sentiment sur la question. J'ai tenté d'y clarifier mes idées, pour moi autant que pour mes étudiants. Rob m'avait expliqué ce qu'étaient les parleurs. C'est un mot, on y reviendra effectivement pendant les sessions. C'est ainsi, comme elle l'explique, comme Seth les nomme dans son livre, des personnalités qui n'ont eu de cesse de parler à l'homme à travers les âges et de lui rappeler sa connaissance intérieure, pour que celle-ci ne soit jamais complètement oubliée. Donc voilà, ça c'est un des concepts
que Seth explique en disant que tout le long de l'histoire de l'humanité, il y a des personnes qui se sont incarnées ou pas, et il les appelle les parleurs, voilà, qui ont continué à parler, à réexpliquer, à donner ces informations que Seth va redire à sa manière également, et qui pour lui sont la réalité dans laquelle nous évoluons. Cette idée évocatrice m'a inspiré le petit texte qui suit, donc voilà cette idée sur les parleurs. Il indique le cadre dans lequel, à mon avis, Seth et ses semblables sont susceptibles d'exister. Nous nous assemblons sans savoir comment. Nous sommes composés d'éléments, de corps chimiques, d'atomes, et pourtant nous parlons et nous répondons à un nom. Nous organisons autour de notre étoffe interne la matière externe qui s'agglomère en chair et en os. Notre identité, notre personnalité jaillit de sources au pluriel que nous ne connaissons pas. À ce sujet, je voulais juste pour attirer votre attention, revenir sur la légende du bateau de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, elle parle de l'identité profonde de chacun d'entre nous. L'histoire, c'est Thésée, donc c'était en Grèce antique, qui est parti avec son bateau, qui a fait plusieurs fois le tour de la Méditerranée, et donc le bateau s'est usé au fur et à mesure, et au fur et à mesure que les planches s'abîmaient, eh ben, les planches ont été changées, une par une. Et l'histoire raconte que, au bout de plusieurs années, toutes les planches originelles qui constituaient le bateau ont été changées. Donc à la fin, on se retrouve avec un bateau, qui est toujours celui de Thésée, mais pourtant chaque élément physique réel qui était du bateau original n'est plus présent. Donc ça pose la question de qu'est-ce que c'est l'identité. Et du coup, là, elle parle de cette identité, une personnalité qui est quelque chose d'interne et qui se manifeste dans l'externe. Voilà, donc c'est juste pour amener une petite réflexion en tout cas à ce sujet. Et à ce sujet, nous-mêmes, tous les 7 ans environ, toutes nos cellules se régénèrent, donc on nous appelle toujours par le même nom, et pourtant, de jour en jour, nos cellules meurent, elles sont éliminées, et des nouvelles arrivent. Et pourtant, on reconnaît que nous sommes bien nous-mêmes, il n'y a pas erreur là-dessus. Donc voilà, c'est cette notion d'identité qui est différente de notre structure physique. Donc elle continue, peut-être ce que nous sommes, a-t-il toujours attendu, sans le savoir, dispersé, caché dans les possibilités de création, dans la pluie et le vent qui ont balayé l'Europe du XIIIe siècle, dans le soulèvement des chaînes de montagnes, dans les nuages qui ont parcouru le ciel en d'autres époques, en d'autres lieux. Voilà. Ce que nous sommes a toujours attendu. Particules de poussière, nous sommes passés sur le seuil de maisons grecques, nous sommes allumés en conscience ou éteints des milliers de fois, portés par le désir, portés par une aspiration à la création et à la perfection que nous comprenons à peine. Quand j'ai lu un peu cette phrase, ça me rappelle également le fait que dans cette vie-là, nous allons utiliser des atomes, des molécules qui viennent de la Terre, et peut-être que j'ai des atomes en moi qui avant ont servi pour un dinosaure, pour un tigre, pour une autre personne humaine, je n'en sais rien. Donc cette notion de personnalité, elle est aussi intéressante de se poser la question. En fait, on recycle en permanence et on construit avec des molécules qui y a autour de nous et qui ont elles-mêmes un passé, une histoire. Alors quelle trace on garde? Là aussi, la physique quantique dit beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, maintenant, il y en a sans doute d'autres, voilà, elle utilise ce terme très vague, qui, entre parenthèses, comme Seth, sont sans forme, mais pleins de connaissances, qui ont été ce que nous sommes, et plus encore, qui se souviennent de ce que nous avons oublié. Ils ont peut-être découvert, par une sorte d'accélération de la conscience, d'autres façons d'être, ou des dimensions de réalité dont nous faisons également partie. Nous leur donnons des noms à eux qui n'en ont pas, alors que fondamentalement, nous n'en avons pas nous-mêmes. Alors, vous voyez, c'est sous forme un peu de poème, c'est quand Jen s'exprime sous forme un peu littéraire. Et nous écoutons
Mais en général, nous essayons de faire entrer leur message dans des concepts à notre portée. Nous les habillons de vieilles images stéréotypées. Ils sont tout autour de nous, pourtant, dans le vent et dans les arbres, qu'ils aient une forme ou non, bien plus vivants que nous, peut-être. Les parleurs. À travers ces messages, ces voix, ces intuitions et ces illuminations, l'univers s'adresse à nous, à chacun de nous, personnellement. Il vous parle et il me parle. Apprenez à entendre vos propres messages au lieu de déformer les voix que vous entendez ou de les transposer en alphabet connu. Donc toujours cette notion de suivre ses intuitions, de suivre le côté créatif, car ce serait là le vrai message en fait qu'on peut recevoir de notre moi interne. Pendant ces cours, puisque ça a été écrit pour un cours de perception extrasensorielle, pendant ces cours, entre parenthèses, et dans la vie en général, fermez la parenthèse, je pense que nous répondons à ce type de message. Nous les mettons parfois en pratique avec une sagesse quasi infantine. Et nous en faisons des pièces de théâtre originales et individuelles, des pièces qui éveillent en nous des significations indicibles. Les dieux jouent peut-être à ce genre de jeu, d'où la création s'élève et s'épanouit en tous sens. Nous répondons peut-être aux dieux qui se trouvent en nous, à ces étincelles de connaissance qui défient notre connaissance en 3 dimensions. 7 nous conduit peut-être au-delà de nos limites habituelles, dans un royaume qui nous appartient de droit, un royaume essentiel, que nous soyons ou non dans la chair. Il est peut-être la voix de nos moi combinés qui nous dit « Maintenant que vous êtes des corps conscients, souvenez-vous que vous avez été et que vous serez sans corps, de l'énergie en roue libre, sans nom, avec une voix qui n'a pas besoin de langue, avec une créativité qui n'a pas besoin de chair, nous sommes vous-même retournés vers l'extérieur. » Voilà, je vous laisse laisser un peu résonner ces phrases. Donc c'est vraiment cette vision très personnelle de ce que Jane a compris du principe des parleurs. Et donc elle associe Seth, elle considère que Seth est un parleur, et donc c'est son rôle de venir et de parler et de rappeler aux humains une réalité plus vaste. Donc elle continue après en disant « Toutefois ce manuscrit », donc le livre de Seth parle, ce manuscrit doit se suffire à lui-même, en tant que livre, indépendamment de mes idées sur Seth ou de la nature de la réalité. Comme tout livre, il est marqué par la personnalité de son auteur, il en porte le sceau indélébile, ni plus ni moins. Les idées qu'il contient méritent d'être entendues, en dépit de leur source et, inversement, à cause d'elles. Quand nos sessions ont commencé, j'ai d'abord envisagé de publier le matériau de Seth sous mon nom, afin qu'il soit accueilli pour sa valeur propre, sans qu'intervienne la question de sa source. Mais cela ne me semblait pas juste, parce que la manière dont le matériau de Seth est produit fait partie du message et le renforce. Le texte dicté par Seth est donné tel que nous l'avons reçu, dans l'ordre, sans ajout ni suppression. Seth connaît parfaitement la différence entre la langue écrite et la langue parlée. Les sessions qui ont lieu pendant les cours sont moins formelles, avec beaucoup plus d'échanges. Ce livre ressemble davantage à nos sessions privées, pendant lesquelles l'essentiel du matériau est livré. L'accent est mis sur le contenu, la langue est écrite plutôt que parlée. La structure des phrases de Seth n'a pas non plus été modifiée, à de rares exceptions près. Entre parenthèses, il m'est quelquefois arrivé de couper
en deux une phrase trop longue. Fermez la parenthèse. Une bonne partie de la ponctuation est indiquée par 7. Il va jusqu'à ce détail-là, vraiment. Nous avons simplement inséré les tirets, les points-virgules et les parenthèses là où il le suggérait, en supprimant le plus souvent la suggestion elle-même pour ne pas gêner le lecteur. Et vous avez remarqué que moi-même, je ne dis pas toute la ponctuation, je pense que ça fluidifie les phrases, mais voilà, imaginez que quand Seth parlait, à chaque fois il disait point, allez à la ligne, ouvrez les guillemets, voilà, vraiment toute la construction, donc c'est vraiment son livre de A à Z. Là où Seth a demandé d'ouvrir des guillemets, nous avons utilisé des guillemets à chevrons, autrement, là où le sens l'exige, des guillemets simples. Seth nous a aussi demandé de souligner certains mots. Les phrases de Seth sont souvent longues, en particulier pour un discours oral. Pourtant, il ne s'égare jamais. Il ne perd jamais le fil de la syntaxe et du sens. À chaque fois qu'il semblait y avoir une difficulté sur ce plan, nous sommes retournés à la session d'origine et avons constaté une erreur de copie. Entre parenthèses, cela me semble d'autant plus remarquable que j'ai moi-même essayé de dicter des lettres au magnétophone et que l'échec a été flagrant. Passé les premières phrases, j'avais beaucoup de mal à me rappeler ce que j'avais dit et la manière dont je l'avais formulé. Fermez la parenthèse. Donc tout ça aussi pour vous dire que je vous conseille vivement de retourner au livre et de les lire vous-même parce qu'il y a du contenu dedans qui fait sens, au-delà de ce que je vais pouvoir expliquer ou commenter. Le travail de correction des épreuves a surtout porté sur les notes de Rob. Il les a rendues plus présentables. Dans certains cas, des indications extérieures au livre ont été incluses parce qu'elles semblaient pertinentes, qu'elles éclairaient la méthode de présentation ou la personnalité de Seth lui-même. Comme les notes de Rob le montrent également, Seth a commencé à dicter l'appendice aussitôt le livre achevé. Détail amusant, je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il l'avait commencé et j'ai passé plusieurs jours à me demander qui devait s'en charger. Et si c'était Seth, quand il allait s'y mettre. Autre point intéressant, j'écris toujours au moins 3 brouillons de mes propres textes, et souvent davantage. Ce livre a été dicté d'emblée, dans sa version définitive. Seth a d'ailleurs suivi le plan qu'il en avait donné, beaucoup plus fidèlement que j'ai jamais suivi les miens, mais il lui est aussi arrivé de s'en détacher, comme c'est le privilège de tout auteur. À partir d'ici, Seth parle pour lui-même. Voilà, fin du guidage de lecture pour aujourd'hui. La prochaine fois, on commencera donc le premier chapitre. Ce premier guidage vous donne donc le plan du livre, donc les différentes matières qui vont être évoquées les unes après les autres. Notre souhait dans l'association, donc c'est déjà d'une part, de le redire clairement, de diffuser gratuitement ces informations. Je vous incite à acheter le livre. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, ce n'est qu'un commentaire. Je ne vais pas faire je ne vais pas lire le livre. Enfin, c'est pas, voilà, au niveau des droits d'auteur, je ne suis pas là pour juste vous lire ce livre intégralement. Ce qui m'intéresse, c'est de commenter, de croiser les informations, d'inciter sur certains points, et de vous inciter à faire votre propre chemin. Et c'est le but aussi de l'association. Nous sommes étonnés qu'à l'heure actuelle, donc 50 ans après l'écriture du texte en anglais, le texte en français soit si peu connu. Les livres sont traduits en ce moment même, ils continuent à sortir. C'est Mama Édition qui édite, qui traduit ces livres. Voilà, donc notre volonté, c'est de faire connaître le message qui est contenu, éventuellement d'en discuter, d'échanger, de partager si on n'est pas d'accord sur certaines interprétations. Et donc au niveau du rythme, là voilà, on tâtonne un peu, c'est les premières sessions.
J'espère pouvoir tenir un rythme de 2 voire 3 guidages par mois. Là, vous voyez, on a fait l'introduction en 2 heures. Vous imaginez, quand on rentrera dans le vif du sujet, ça peut prendre beaucoup de temps. Je crois que les premières personnes qui l'ont faite à Taïwan ont mis 10 ans. Voilà. Mais en tout cas, donc juste pour 7 parles, hein, les 2 tomes de 7 parles. Voilà. À raison d'une séance tous les une fois par mois. Voilà. Et à peu près 2 heures aussi. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour vous dire un peu le contenu. Donc voilà, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller. Je vais en tout cas essayer effectivement de passer assez vite les points qui sont évidents, mais par contre d'insister et de donner des exemples de la vie de tous les jours, du concret, quand il parle d'exemples ou de concepts un petit peu compliqués à aborder. Alors, je vais vraiment essayer d'aller là-dessus le plus possible. Euh, voilà en tout cas pour cette ouverture de ce travail. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que voilà, ça vous a plu et donné envie d'en savoir un petit peu plus. Et je vous invite donc à revenir une prochaine fois.